Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la vigne. La vigne de demain sera-t-elle support du tourisme durable? Alors, je m'intéresse, moi, non pas au tourisme, je vous disais tout à l'heure, ce matin, je m'intéresse au développement local. Développement local par le prisme des rapports des sociétés à la nature. Quand je parle de la nature, je parle de la nature en ville, je parle des forêts, et c'est comme ça que j'arrive à la vigne. Est-ce que la vigne, c'est nature? Bon, on pourra en discuter très longtemps. Donc voilà comment j'arrive à travailler sur la vigne. Si j'avais mis un sous-titre, j'aurais dit, ce que j'essaierai de démontrer aujourd'hui, c'est de savoir comment et pourquoi une structure, une collectivité, une filière s'engage dans ce qu'on peut qualifier de tourisme et de tourisme durable. De tourisme, qu'elle qualifie de durable? Parce que je ne sais pas ce que c'est que le tourisme durable. On peut discuter longtemps. Ça fait quelques temps que je vous écoute, je ne sais toujours pas ce que c'est que le tourisme durable. Ah, d'ailleurs, est-ce que ça existe, le tourisme durable? On pourra en discuter longtemps. En tout cas, moi, dans mes travaux, je me base essentiellement sur le dire des acteurs, dont j'essaie de comprendre pourquoi ils se lancent là-dedans et quelles sont les ficelles, quels sont les leviers activés pour aller vers ce qu'est le tourisme durable. Donc, je vais le faire par la vigne. La vigne, donc, qui est une plante, une liane qui est travaillée, qui est structurée dans tous les sens et qui n'est pas durable du tout, malgré tout, dans la conception collective. Quand on parle de vignoble, quand on parle de paysage viticole, je vous montrerai quelques photos tout à l'heure, on se sent dans la nature, on se sent dans la durabilité. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, mon propos, quatre points. Je vais revenir très rapidement sur le contexte de mon étude pour vous montrer un peu ce que c'est que le vignoble en France, quelle est sa place et quelles sont les questions qui se posent derrière en termes de durabilité et de tourisme. Et puis après, je vais m'axer directement sur les trois ficelles activées par les acteurs sur lesquels j'ai travaillé pour faire de leur activité un support de tourisme durable. Et on pourra discuter à la fin si c'est vraiment durable ou pas et quels sont les objectifs derrière. Je vous fais l'économie de toute la démarche scientifique et méthodologique. Bien évidemment, je pourrais répondre aux questions si vous me posez dessus, mais je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vraiment à l'essentiel. Donc, concernant le contexte, c'est un peu chargé, mais je vais vous raconter tout ce qui se trouve dedans. Donc, ce travail, je le fais dans le cadre d'un programme de recherche que j'ai écrit avec un certain nombre de collègues de plusieurs universités. Vous voyez les universités ici, Université de Tours, d'Orléans, l'INSA, Institut national de sciences appliquées Centre-Val de Loire, la Chambre d'agriculture de Loire-et-Cher, l'Institut français de la vigne et du vin, et puis deux entreprises spécialisées dans le traitement d'images et capture d'images par drone. Notre objectif dans Vinodrone, c'est de proposer aux vignerons une démarche un peu novatrice pour pouvoir anticiper les maladies de la vigne et pour limiter très fortement le traitement. Parce que vous savez, je reviendrai tout à l'heure, l'un des bémols de la vigne, c'est la très forte utilisation de produits phytosanitaires et dont les vignerons, français ailleurs, mettent énormément de moyens pour essayer de réduire cette utilisation de produits phytosanitaires. Donc voilà, le Vinodrone, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, 2 doctorants, etc. Le programme finit dans quelques semaines, dans quelques mois, fin juin. Et dans le cadre de ce programme, j'ai travaillé précisément sur le diagnostic de plusieurs territoires viticoles. Et dans ce diagnostic-là, je me suis intéressé aux questions du tourisme. Donc vous avez compris, le tourisme n'est pas le cœur de mes recherches. J'y rentre par la fenêtre, mais j'ai quand même commis quelques livres, quelques papiers sur le tourisme de nature, etc., etc. Donc, le programme est financé par la région Centre-Val de Loire. Ça, c'est le diapo un peu officiel. Il faut que je cite, c'est lui qui me finance ici, c'est lui, voilà. Donc, je suis obligé de passer par là. Ensuite, la viticule française, qu'est-ce que c'est? C'est du lourd, c'est du très lourd. Je vous ai mis ici, alors ça c'est un document qui est tiré de agriculture.gouv.fr, qui est dans le site du ministère de l'Agriculture en France. La viticulture, la filière viticole, donc quand on parle de filière viticole, c'est depuis l'agriculteur qui plante jusqu'à la commercialisation. Toute cette filière viticole représente le deuxième contributeur de la balance commerciale française après l'industrie aéronautique. Ça, c'est avant le Covid. On n'a pas encore les chiffres après Covid. 8 milliards d'euros, c'est énorme. Donc, cette viticulture représente, alors il y a plein de choses, mais on n'aura pas le temps de tout voir. 17% de la production agricole française, c'est du très, très important. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, deuxième producteur mondial, premier exportateur, des milliards, etc., etc. Et puis, je passe sur tous les labels associés à la viticulture, notamment les AOC que tout le monde connaît, signes de qualité. On pourra revenir très longtemps sur la qualité, même si ce n'est pas l'objectif de mon propos aujourd'hui. Cette viticulture, je disais tout à l'heure, c'est également énormément d'intrants phytosanitaires.
En fait, je l'ai écrit plusieurs fois, la vigne est la fille de produits phytosanitaires. Il n'existe pas de vigne aujourd'hui digne de ce nom sans produits phytosanitaires. La vigne, comme on la connaît aujourd'hui, est issue des années 20. C'est une plante qui est complètement cassée dans tous les sens, taillée très fortement. On l'a fait pousser sur des sols pas bons du tout. Forcément, pour qu'elle tienne, il faut la soutenir. Et ce soutien passe par les produits phytosanitaires. Ça, c'est la partie culture. Ensuite, il y a la partie transformation dont on ne parle pas beaucoup. Mais quand vous regardez les bouteilles, j'ai regardé tout à l'heure à table, il y avait 2 bouteilles. Regardez en dessous, il y a toujours sulfite. Alors, le sulfite, c'est un produit qu'on rajoute. Donc, en gros, la vigne, c'est du chimique pur et dur. Même si derrière, on vous vend plein d'autres choses derrière, mais ça fait partie du truc, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, maintenant, depuis quelques temps, il commence à y avoir quelques conflits violents sur les liens entre la viticulture et les riverains. Je vous donne ici quelques coupures de journaux. Le problème avec les écoles, l'omerta autour des pesticides dans le Bordelais, etc., etc. Il faut savoir que la vigne représente 20% des pesticides utilisés dans la culture en France, alors qu'elle ne représente que 3% des surfaces agricoles françaises. C'est énorme. Même si c'est des choses, bien sûr, dont on vous vend bien packagé. Voilà, c'est du marketing, mais ce n'est pas mon propos. Ce qu'il faut aussi savoir, mais je ne l'ai pas mis ici, mais je passe rapidement, à part les produits phytosanitaires, la vigne française subit aujourd'hui 2 crises majeures. La première crise, les Français consomment de moins en moins de vin. Ils préfèrent autre alcool, alcool fort peut-être, alcool de la jeunesse. Bref, la vigne, le vin, c'est plutôt pour une classe soit haute, soit plutôt des personnes d'un certain âge. Donc, la consommation baisse très fortement, en plus avec les lois E20, interdiction de conduire avec un certain taux d'alcool limité dans le sang. Bref, ça consomme mal. Donc, ça se sent quelque part en termes de production et de vente de produits. Le deuxième enjeu, c'est la concurrence du nouveau monde. Aujourd'hui, sur le plan mondial, il y a énormément de production viticole. J'ai même appris que pas loin d'ici, il y en avait aussi. Donc tout à l'heure, je vais très vite aller dans un supermarché en acheter quelques bouteilles pour faire déguster à des collègues français. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur la qualité. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, on peut discuter très, très longtemps. C'est toujours le bon de quelque chose, le mauvais de quelque chose. Tout dépend de ce qu'on appelle bon ou pas bon. Enfin, bon, ça va, on n'a pas beaucoup de temps. Je reste sur le tourisme durable. Donc, avec ces enjeux, donc ça ne fonctionne plus. Une baisse de la productivité. La vigne, alors ça ne fonctionne plus. Je vais faire d'ici la technologie. Donc voilà, je disais, enjeu fort aujourd'hui, la vigne chahutée, elle est critiquée par rapport à la viticulture, la productivité baisse, concurrence énorme. Mais en même temps, je vous disais tout à l'heure, il y a ce besoin de nature, il y a cette qualité de vie dont tout le monde essaie d'aller, c'est la fièvre verte dont je parle ici. Et la vigne semble répondre à cela, en fait. Je dis bien semble, parce que vous avez compris qu'il n'y a rien de nature dans la ville, c'est aussi construit que le parvis de la Défense à Paris. C'est la même chose. Mais en tout cas, dans la conception collective, la vigne, c'est nature. Et donc, forcément, les paysages viticoles sont qualifiés comme de beaux paysages. Conséquence, le vignoble en France, mais pas seulement en France, devient un espace de loisirs où on vient se promener. Donc il existe, j'en parlerai tout à l'heure, toute une économie autour de la balade dans les vignes. La vigne devient un lieu touristique comme un autre, mais très demandé, très courtisé, parce que ça devient quelque part une idée de la nature, une idée du vert, une idée du développement durable, comme on peut l'entendre d'une manière très, très globale. Quelques chiffres ici sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'onotourisme. C'est ce tourisme autour de la viticulture, la vigne, mais également le vin. Donc, une explosion énorme depuis une dizaine d'années de la fréquentation. Les données datent de 2016, faites par Atout France. Atout France, c'est l'agence touristique française. On n'a pas de données plus actuelles. Donc, depuis 2009, on a un tiers de tourisme en plus, ce qui se qualifie de l'onotourisme, avec des chiffres, un chiffre d'affaires important. En bas, sur la droite, 5,2 millions d'euros, juste sur les questions de no-tourisme en France. Donc, l'enjeu est énorme. Ce contexte m'amène à la question que je me pose. Donc, comment concilier deux choses qui n'ont a priori pas grand-chose à voir? D'un côté, une activité à fort impact sur l'environnement. Quand je dis fort impact, plutôt impact négatif. Je vous en parlais tout à l'heure, mais je vais passer très, très vite. On pourrait longuement discuter. Et de l'autre,
un développement touristique, j'allais dire ici, durable, dont on se veut proche de la nature, etc., etc. Je vous montre ici 2 illustrations de ce qui se passe. Alors, j'ai oublié de le dire, mais je vais centrer mon propos sur 2 vignes, 2 territoires viticoles sur lesquels j'ai travaillé beaucoup, le Vouvray et le Bourgueil. Alors, ça ne vous parle pas. Tout à l'heure, on parlait de Champagne, on parlait de Bourgogne, mais c'est des vignobles du Val-de-Loire qui s'en tirent plutôt pas mal en termes de productivité. Alors, pour répondre à cette question, 3 éléments sont mis en œuvre, 3 leviers sont activés. La première chose, non pas faite directement par les vignerons, mais j'allais dire par le lobby viticole en direct, directement, c'est la mise en scène du vignoble dans les territoires. Dans tous les territoires viticoles dans lesquels je me suis baladé, il y a ce qu'on appelle en géographie ce marketing territorial sur la vigne. On a des ronds-points paysagers. Ici, vous voyez une bouteille avec un verre végétalisé. Vous avez ici en bas à droite un verre avec une grappe de raisin, etc. Il y en a beaucoup comme ça. Je pourrais vous en montrer beaucoup. Pour pousser le vice encore plus loin, j'ai travaillé sur des communes qui ont perdu les dernières vignes dans les années 20, mais qui font toujours du marketing territorial autour de la vigne, parce que c'est une valeur patrimoniale très forte, qui devient quelque part un acteur, un levier du développement local dont je parlais tout à l'heure. Ce qu'on voit également dans les territoires dans lesquels on se balade, c'est énormément de panneaux de signalisation qui donnent des indications ici et là sur des domaines, sur des types de production, sur des chambres d'hôtes, etc., etc. Tout tourne autour du vin. En gros, quand vous êtes dans ces communes, vous êtes comme dans une ambiance globale, pratiquement inconsciente, qui vous met dans une prédisposition positive pour considérer cette activité comme un moteur du développement local. Il y a également tout un travail sur ce que j'appelle le petit patrimoine bâti, le petit patrimoine culturel, réhabilité. Ici, c'est ce qu'on appelle les loges de vigne. Ce sont des petites maisons qu'il y avait dans les vignes. Dans les années 20, ça servait énormément parce que tout se faisait à la main. Donc, le vigneron allait dans le champ pour toute la journée. Donc, là-dedans, il entreposait ses produits, etc. Il pouvait se reposer quand il pleut, etc. Aujourd'hui, ça ne sert strictement plus à rien. Et depuis 10 ans, toutes ces petites cabanes sont réhabilitées juste pour des questions touristiques, juste pour le beau, juste pour participer à ce paysage viticole attractif. Et puis après, il y a bien sûr les caves. Donc les caves, c'est les lieux où le vin va mûrir, où il va grandir. Toutes ces caves qui étaient souvent abandonnées, retrouvent de l'usage, non pas seulement pour entreposer le vin, mais également pour faire d'autres activités. C'est les lieux de fête, c'est les lieux de rencontre. Voilà, il y a même des habitations troglodytes, ça revient à la mode. Bref, vous avez compris, sur le territoire, qu'on produise le vin ou pas, il y a tout le patrimoine autour du vin qui est remis en avant, qui permet ainsi, quelque part, de donner aux visiteurs une idée positive du territoire dans lequel ils se baladent. Deuxième ficelle, la patrimonialisation de la vigne. Quoique le premier, c'était un peu le cas. Ici, quand je parle de patrimonialisation, c'est plutôt jouer sur l'histoire. Et là, je suis allé voir avec mes étudiants ce que j'appelle les productions grises, ce que produisent inconsciemment les territoires, les sites Internet, des collectivités, des domaines viticoles. Et à chaque fois, quelque part, il y a toujours un renvoi à l'histoire. Ici, je vous mets en rouge, en encart, la famille exploite la vigne depuis 100 ans. Tout le monde revient à l'histoire. Même dans les vignes du Nouveau Monde, je retrouve la même chose. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Canada, et pareil, leurs vignes sont anciennes parce que c'est 15, 20 ans. Bref, chacun essaie de revenir sur l'histoire, et cette histoire qui donne quelque part une assise, une légitimité. Produit unique, ici, c'est un vigneron du côté de Vouvray. L'origine de nos vins, on voit ici le vigneron avec la corbeille dans le dos, comme on faisait il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est très, très peu. Bref, il y a cet assise touristique sur lequel tout le monde surfe. Pas seulement les marchands de vin, pas seulement les viticulteurs, mais également les sites officiels des collectivités. Ici, c'est Restigné, une petite commune que vous ne connaissez pas sûrement, mais c'est la plus grande commune qui produit le vin Bourgueil. Alors Bourgueil, c'est une commune, un Bourgueil, mais la plupart du vin de Bourgueil se produit à Restigné. Et ça, sur le site officiel de la mairie, la page de garde, il y a plein de choses qui renvoient au vin. Déjà, le logo de la ville avec la feuille de vigne. On a en haut à droite, bien sûr, un pied de vigne. Et puis, dans le texte, on n'a pas le temps de lire en détail. Dans le texte, il y a toujours une référence quelque part à la vigne qui se pratique. Un autre exemple, une autre commune, ici, Vouvray, qui produit le vin éponyme, le Vouvray, qui est un vin blanc pétillant. Pareil, hein, le site officiel de la mairie avec le logo de la commune avec ses rangs de vignes
et le clocher, qui est vraiment l'archétype. Et puis, quand vous regardez en détail, il y a bien sûr là aussi Vouvray, en lien avec le Val-de-Loire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et le Val-de-Loire est inscrit au patrimoine de l'UNESCO aussi parce qu'il y a de la vigne. Ça fait partie des 5 territoires inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en lien avec le vignoble. Il y en a en Italie, il y en a en Espagne, etc., etc. Donc, les territoires surfent sur ces questions-là. La troisième ficelle, c'est l'essor réellement de ce que j'appelle surtout le no-loisir. Alors, le no-tourisme est bien connoté, il y a des choses bien précises sur le no-tourisme. On le voit très bien en Californie, à la Napa Valley, n'est-ce pas, Zach? Mais ici, je parle plutôt de le no-loisir, c'est-à-dire les vignerons mettent en place chaque année des manifestations au sein des vignes. Ici, c'est Vigne, Vin, Rando, chaque premier week-end de septembre. Des dizaines de milliers de personnes viennent dans les vignes du Val-de-Loire visiter. Alors, il y a de la musique, il y a les vignerons qui présentent les paysages. Moi, je fais parfois des lectures de paysages. Bref, énormément de personnes qui passent pour ouvrir la vigne à autre chose, à des personnes qui ne viennent pas seulement boire. Tout à l'heure, on me disait, tiens, il n'y a pas de dégustation. Justement, les vignerons essaient de vendre autre chose que le produit qu'on va boire. Ça devient autre chose qu'on vend, en fait. C'est une découverte, voilà, c'est un nouveau concept qu'ils essaient de développer au-delà de la boisson qu'on va boire. Il y a tout un travail qui est fait dessus. Ça, c'est autre chose aussi du côté de Bourgueil, des week-ends sportifs, brunchés en Loire, enfin, il y en a plusieurs. Et même, je passe rapidement, vous avez ce journal local, La Nouvelle République, qui a titré il y a quelques mois « Les vignerons de Bourgueil cultivent leur no-tourisme ». Bref, il y a une vraie volonté du vigneron d'endosser une autre casquette, non plus seulement la casquette de celui qui va produire un liquide qu'on va boire, qui est bon ou pas bon, ça se discute, mais également une personne qui va œuvrer pour le développement de son territoire par cette production. Donc c'est un nouveau métier que proposent les vignerons, d'ailleurs se forment dessus des acteurs du tourisme, comme on a vu tout à l'heure sur le Maroc ou sur la Polynésie, on l'a vu. Pour finir, vous avez vu, la vigne est chahutée, on l'a vu. La vigne essaye de réduire sa consommation chimique, mais elle ne peut pas aller plus bas. Si elle réduit totalement sa consommation chimique, on passe dans une autre production, ça s'appelle des vins naturels. Certains pensent qu'ils ne sont pas bons, mais d'autres pensent qu'ils sont excellemment bons parce qu'ils sont naturels. Donc c'est pour ça que je disais, la qualité, c'est totalement discutable. C'est qualité par rapport à quoi? Donc, bref, le consommateur moyen n'est pas prêt à changer ce qu'il conçoit être la qualité, c'est-à-dire le vin comme on l'a inventé depuis les années 20, le vin très chimique. Donc ça ne changera pas. Par contre, il faut répondre à cette concurrence, il faut répondre à cette baisse de productivité, et pour ça, 2 éléments sont mis en avant. Premièrement, c'est un tourisme nécessaire pour cette industrie viniviticole. Je vous ai tout à l'heure en introduction, pourquoi est-ce qu'on se lance dans un tourisme durable? Pour les vignerons, c'est d'abord pour soutenir leur économie, ce n'est pas pour autre chose. C'est un moyen, quelque part, de rester assez haut dans la productivité. Et pour ça, bien sûr, il y a toute la mise en patrimoine pour rendre ce tourisme durable. Est-ce qu'il est vraiment durable? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, il le qualifie comme durable parce que c'est un tourisme qui est ouvert aux autres, c'est un tourisme inclusif, on en parlait tout à l'heure, etc., etc. Mais en termes environnement, en termes économiques, en termes sociaux, je ne sais pas s'il est vraiment durable, mais on pourra en discuter. Je vous mets en dessous ce cercle vertueux de l'onotourisme qu'on retrouve un peu partout dans toutes les bonnes communications sur le no-tourisme, avec 2 temps. Le premier temps en haut, dans la région viticole, c'est tout ce dont je vous ai parlé. Vous arrivez, on vous met dans un contexte assez positif. Vous êtes content, les vignerons sont sympas, etc., etc. Vous buvez leurs produits, mais finalement, vous partez de leur territoire avec une image totalement positive. Vous repartez chez vous, et c'est là où vous consommez leurs produits. Et donc ici, on est dans la deuxième partie, dans le bassin d'origine des touristes. Là, vous avez une mémoire positive du territoire. Donc quand vous allez au restaurant, tiens, tout à l'heure, j'ai vu du Bordeaux. Pourquoi le Bordeaux ici? Peut-être parce que ceux qui ont organisé ont fait une visite à Bordeaux, où ils ont une image positive du vignoble bordelais, et donc on le retrouve ici. Donc on est pile dans cette dynamique. Donc on a ici la raison pour laquelle le tourisme durable, en tout cas la vigne se saisit du tourisme durable pour autre chose que ce qu'on pourrait penser, en tout cas autre chose que le territoire en lui-même. Donc voilà ce que je voulais vous raconter très rapidement, je suis allé très très vite. Désolé, il n'y a pas de dégustation, mais je pense que ce qu'on a fait, c'est encore une meilleure dégustation
que si je vous avais amené une bouteille avec un produit dedans, avec des sulfites qui vous rendraient peut-être malade à la fin de la communication. Je vous remercie pour votre écoute.